Oui, Alice, c'est encore moi, c'est encore Charlie. Je commence à m'inquiéter. Est-ce que tu pourrais me donner signe de vie, s'il te plaît? Je... voilà. S'il te plaît, rappelle-moi. Où est-ce que tu peux bien être? Bon, j'ai pas le choix. Faut que je contacte tout le monde. Il y a bien quelqu'un qui devrait savoir où aller. Bon, alors. Euh, ouais. Je vais faire une discussion de groupe. On pourra mettre en commun nos infos. Salut. Désolé pour le gros message de groupe. Pour le message groupé. Désolé pour le message de groupe. Je viens d'arriver en ville pour les vacances d'hiver chez mon père. Je n'ai pas besoin de préciser ça. Si. Peu importe. Les vacances d'hiver pour mon père, oui, voilà. Et j'ai pas réussi à contacter Alice. Et je me demandais si l'un d'entre vous lui avait parlé récemment. Ouais. Voilà. Qui je vais mettre je vais mettre Julia, bien sûr. Dakota. Normalement, elle devrait savoir aussi. Je vais mettre Jack aussi. Je sais que c'est tendu, mais peut-être qu'il a des infos. Et puis Evans aussi, je vais voir. Hop, et puis envoyer. Je t'en supplie, Alice. Fais que t'ailles bien. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 4e épisode du podcast du bruit derrière l'écran, le podcast inclusif qui parle de jeux de rôle sans y jouer. Ici, on n'a pas peur de froisser les Jean-Michel réalistes et on genre tout au féminin quand on y pense. Bonjour Thomas. Bonjour Alice. Comment ça va après ces fêtes? Ça va. Là, on est le 30 décembre quand on enregistre. Noël s'est bien passé. J'ai eu une semaine sans la bête. Du coup, ça permet de faire des enregistrements notamment. Et toi, comment vas-tu? Très bien, très bien. Écoute, je suis très content. Tout s'est passé encore mieux que prévu. C'était un Noël très sympathique. Pas forcément le cas tous les ans. Hein. Ouais, effectivement. Et pas pour tout le monde. Donc en très bonne forme, ce qui est très bien, la joie de vivre idéale pour le sujet du jour. En effet. Bon, juste avant qu'on attaque sérieusement le vif du sujet, moi je suis très heureux puisque j'ai eu à Noël, j'ai reçu le 24 décembre donc Space Horror Stories. Je vous renvoie à l'épisode 1, bien sûr. Ça y est, j'ai la boîte. Tu as vu la photo d'ailleurs, elle est trop bien. Et j'ai reçu, je pense, un autre jeu de rôle dont on parlera un jour dans ce podcast, donc Chronique d'un vampire millénaire, plus connu sous le nom de Thousand Years Old Vampire. Donc pour revenir du coup au sujet du jour, on va parler aujourd'hui d'un jeu de rôle qui est totalement silencieux, qui est assez exceptionnel. Et puis ce qui est bien, parce que là déjà de prime abord, bon, nos auditeurs ont vu le nom de l'épisode je pense, mais du coup rien qu'avec cette indication d'un jeu de rôle totalement silencieux,
Déjà, il y a deux catégories de personnes. Il y a celles qui connaissent déjà le jeu et qui ont déjà deviné, et il y a ceux qui risquent pas de trouver. Ouais. Le plus important. Si on a entendu parler du jeu, on sait ce que c'est. À partir de jeu de rôle silencieux. Si on n'a pas entendu parler du jeu, on ne sait pas ce que c'est. Et donc bon, c'est un jeu de rôle qui est sans MJ, même s'il y a une facilitatrice pour le coup, mais ça reste sans MJ. En termes de référence culturelle, ce jeu m'évoque clairement un jeu, Ouais. qui est donc Life is Strange, la série de Life is Strange, surtout le premier. Et je veux bien admettre qu'à titre personnel, je n'en voyais pas d'autres. Même si le plot d'ailleurs fera un très bon, le plot du jeu fera un très bon livre, je trouve. Oui, c'est vrai. L'auteur a cité d'autres inspirations dans le manuel. Donc, ouais, évidemment, Life is Strange. En même temps, il l'aurait pas cité, je l'aurais traité de menteur. Oui. Mais aussi en jeu vidéo, Gone Home et Oxenfree. Oui, un Godom que j'ai fait, Oxenfree, qu'il faut que je fasse, je l'ai depuis très longtemps, j'ai pas fait. Moi aussi, c'est désastreux. Et en film et série télé, Searching, Riverdale et Winter's Bone. J'en connais qu'un seul des trois en l'occurrence, mais ce sont les trois qui sont Moi, je cités. connais Riverdale de nom, mais j'ai regardé aucun des trois. Chose intéressante, cela dit, l'auteur cite aussi des inspirations en termes de système de jeu. C'est intéressant. je C'est trouve. vrai, oui, c'est toujours cool d'avoir ça, effectivement. Et donc en inspiration, il nomme Fiasco, Out of Dodge, Oui. On Heroes et Kids on Bikes. On Bikes. Ouais, Kids on Bikes, effectivement, assez sympa. Et c'est vrai qu'il y a une similitude de sujets traités, je suis d'accord. Comme tu l'as de manière évidente déjà deviné, on va donc parler de Alice is Missing aujourd'hui. Ah mince, j'étais persuadé qu'on parlait d'un autre jeu. Voilà. Donc Alice is Missing est donc effectivement un jeu totalement silencieux et textuel qui est écrit par Spencer Stark. Stark qui, comme je l'ai teasé la dernière fois, travaille au sein notamment de Critical Roles. Oui, et aucun rapport avec Tony Stark, hein, bien sûr. Pas du tout, en plus ça ne s'écrit pas pareil. C'est pour ça que je le précise. Donc c'est notamment l'un des producteurs généraux de Critical Role, mais c'est aussi spécifiquement le lead game designer et écrivain de Candela Obscura, qui est donc l'une des productions spécifiquement. Ah, j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas le jeu. Bah t'as une petite idée du coup du style de la personne qui écrit. Il va falloir que je me penche sur Candela Obscura, du coup. Pour ce qui est d'Alice is Missing en tant que tel, pour le situer, c'est un jeu de rôle qui a été financé par Kickstarter. C'est un Kickstarter qui a obtenu 100% de financement en 3 heures d'ailleurs. C'est pas mal. Ah, mais les crowdfunding de jeux américains, c'est hallucinant. Et donc qui a gagné les Annie Awards de 2021 dans les catégories meilleur jeu, meilleures règles et produit de l'année, ainsi que le Indiecade Awards dans la catégorie de design de jeu de rôle. Donc pour dire que on parle d'un jeu, moi j'ai toujours l'habitude de le situer comme un jeu pas si connu que ça, mais bon quand même. Bah, ça reste du jeu indé, ça c'est sûr, mais voilà. Bah, ne serait-ce que pour dire, il a sa table virtuelle sur Roll20, je crois. Oui, mais qui a été faite, ça fait partie du package qui a été faite par, peut-être pas par Spencer en l'occurrence, mais Oui, mais par l'équipe, oui, bien par sûr. l'équipe, Ça quoi. devait être un palier à débloquer, j'imagine, pendant le Oui, financement. oui, totalement. On en parlera à la toute fin, mais c'est aussi le cas pour l'extension. On l'évoquera vite fait, mais il y a une extension, et pareil, c'était l'un des paliers du Kickstarter d'avoir la version Roll20. Alors, je précise, tu le dis peut-être après, mais je précise qu'il y a une version française aussi. Même si le titre est en anglais, il y a une version française, il ne faut pas hésiter, parce qu'elle est très bien, j'ai pu la tester. Oui, tout à fait. Donc, alors, sachant qu'il y a une version française sur la version physique. Oui, absolument. Tu fais bien de le préciser. J'y pensais. Je me suis dit que tu allais le dire. Malheureusement, il n'y a pas encore une traduction en français des trucs. Bon, après, je scanne les cartes, je bidouille un petit peu, puis je fais une table virtuelle sur playingcards.io, puis c'est bon. Non, mais c'est faisable, bien sûr. Ah oui, complètement. C'est à noter. Avant de commencer, cela dit, parce qu'on parle de manière légère comme ça, mais avant de commencer, un truc qui est important pour cet épisode, je pense, je vais vous lire les trigger warnings tels qu'ils sont décrits dans le manuel de jeu, parce qu'il y a des choses qui sont inhérentes au sujet d'Alice is Missing. Donc Alice is Missing est un jeu qui traite de manière inhérente des sujets comme le manque d'agentivité, la mort, le deuil, le fait de se sentir impuissant ou impuissante, la perte, les tensions familiales et la violence. Ça c'est le premier package qui est cité au début. On n'a pas fini d'en parler, la sécurité émotionnelle. Ah non, mais c'est vrai que les règles, c'est genre 40% de sécurité émotionnelle et 60% de mécanique de jeu, quoi. Ça va déteindre dans l'épisode parce que moi-même, de base, effectivement, du coup, je suis
influencé par ça. Et vu que moi-même c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué, je vais être très insistant sur ces sujets-là. Mais je pense qu'il vaut mieux l'être trop que pas assez pour le coup. Ah oui, absolument. Ce sera la thématique de cet épisode. D'ailleurs, je pense qu'il y a certaines notions de sécurité émotionnelle qu'on n'a pas encore évoquées. Ça va être l'occasion d'en parler d'ailleurs. Absolument. C'est une très belle occasion de le faire, je suis bien d'accord. Donc le jeu en lui-même, c'est un jeu qui est assez simple sur le principe. La mise en bouche que j'ai faite, que j'ai pas encore enregistrée, mais que vous avez entendu en intro, c'est le début de toutes les parties d'Alice is Missing. Sachant bien sûr que les prénoms et genres de tous les personnages sont évidemment changeables en cas de trigger, de confort ou d'envie, tout simplement. Bien sûr. Absolument. C'est notable notamment parce que le cast de base est partiellement queer, et donc le fait de changer potentiellement le genre des personnages change aussi ce ratio-là, dans un sens ou dans l'autre. Même si, malgré tout, il y a plusieurs cartes qui sont genrées. Il y a 3 cartes qui sont genrées de base, et 2 cartes qui ne sont pas genrées. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, de changer le genre des personnages. Tout à fait. Mais je tenais à le préciser. Après, la partie d'Alice Missing en tant que telle, elle se fait de façon silencieuse par le biais de messages écrits et pour une durée de 90 minutes. Ouh là là, mais quelle belgification là. J'ai toujours trouvé ça plus logique, donc j'essaye de m'habituer à le dire comme ça parce que c'est beaucoup plus logique. Je suis totalement d'accord que c'est infiniment plus logique, mais là j'étais pas prêt, excuse-moi. Surtout que vu que c'est un travail que je fais sur mon langage, il est possible que je dise les deux durant l'épisode, qu'on se le dise, donc ça va varier. Chacun je pense pas qu'on dise 170 fois 90 minutes. Là déjà, de visu, je le vois plusieurs fois sur mon script. Mais donc on va parler un petit peu matériel. Pour jouer à Alice is Missing en physique, il faut une pièce calme dédiée à ça, où 3 à 5 joueuses pourront s'installer quelque part chacun dans leur coin. Alors bon, je dis pas que c'est pas possible de faire une partie genre en convention ou quoi que ce soit, mais l'ambiance sera tout de même pas la même pour le coup. C'est sûr. Pareil, c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur du créateur du jeu, que ce soit dans l'écriture du manuel ou quand il en part en dehors. Il insiste beaucoup sur l'ambiance globale du jeu, mettre un peu la pièce dans une certaine ambiance. D'ailleurs, on y viendra après, mais il y a une carte spécifiquement qui fait faire une action dans la pièce. La fameuse carte de 45 minutes pour laquelle il faut un objet précis en début de partie. Oui, je visualise. Voilà. Donc voilà, une pièce bien tranquille. Une table sur laquelle seront disposées les cartes de jeu. Un écran sur lequel sera diffusé le chrono animé et musical, car oui, Alice is Missing a une bande originale. Ce qui est très bien pour l'ambiance, on y revient. Et qui est disponible sur YouTube et qui peut être préalablement téléchargé si besoin, notamment au vu de la politique de plus en plus agressive de publicité de YouTube. Ça peut être une bonne chose de le télécharger en amont. Je préfère le préciser au cas où parce que moi ça m'est jamais arrivé, mais je sais que si un jour pendant une partie d'Alice is Missing, qui que ce soit parmi les joueurs est interrompu par un pub YouTube, moi ça va me sortir du jeu, et ma seule envie pour les prochaines décennies ce sera de prendre le premier avion pour foutre le feu au QG du groupe Alphabet. Ça fait des heures. Ah non mais franchement oui, je n'ose même pas imaginer l'horreur que ça peut être. J'ai pas de pub en tête, mais... enfin si j'en ai une, mais elle n'est plus d'actualité. Mais imagine: bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et je vais vous lire Le Temps des tempêtes pour Audible. Horrible. Et puis en plus ça décale. Le gros doigt. Donc c'est vraiment pas possible. Et puis du coup pour finir, pas pour finir, 2 choses quand même. Donc un téléphone portable par personne bien sûr, quand on est en physique, une fois encore. Oui. Et de quoi vous enregistrez. Alors souvent c'est aussi le téléphone portable, mais ça peut être éventuellement quelque chose de différent. Oui, alors dans les règles, ils disent l'application dictaphone du téléphone, ouais, mais effectivement, on pourrait prendre autre chose. Oui. On va y revenir d'ailleurs, mais parce qu'effectivement, il y aurait quand même une petite partie vocale. Dont les 45 minutes d'explication des règles. Oui, non mais, évidemment, mais pour le côté enregistrement, en termes de RP, il y aura du RP en vocal. Et effectivement, on peut tout à fait utiliser autre chose pour enregistrer. Moi, je me souviens, c'était pas une partie d'Alice is Missing, mais c'est une partie de Ten Candles, qui a aussi une partie enregistrement de messages, ouais, que j'avais faite avec quelqu'un, et cette personne était dans le métier du son. Et donc c'était un matériel de très haute qualité dans lequel on enregistrait ces messages, plus que le dictaphone des téléphones pour le coup. Je trouve qu'il y a un côté cool aussi de pas avoir un très bon son. Dans ce cas de figure, totalement, oui. De toute façon, on va revenir, mais c'est censé être des messages vocaux sur une messagerie de téléphone. Absolument. Donc en termes de temps, comme on l'a dit, une partie de jeu dure 90 minutes,
mais en comptant la pré-partie, il faut compter entre 2 et 3 heures. Sachant que 3 heures, c'est vraiment une fourchette haute. C'est vraiment, faut expliquer l'intégralité des règles en détail. Éventuellement, si vous avez pas beaucoup de temps devant vous, les règles en tant que telles peuvent être expliquées en amont. Et donc la partie vraiment essentielle de pré-partie plus la partie en tant que telle rentre facilement dans 2 heures de jeu. Et même, je vais au-delà de ça, c'est que j'ai vu sur le site de Origame, qui distribue le jeu en France, des modèles de fiches relationnelles, etc., déjà remplis. Ah oui. Il y a 3 settings, je crois qu'il y a un setting classique, setting super-héros et setting science-fiction, je crois que c'est le dernier, mais je suis pas sûr du troisième. Et il y a déjà du coup 3 settings avec déjà les descriptions des personnages, des lieux, des suspects et des relations. Oui. Donc, ce qui est beaucoup moins personnalisé du coup, mais ça permet, voilà, enfin peut-être pas du jeu en convention parce qu'il faut pas exagérer, mais voilà, t'as directement un pré-tiré, bam, tu le joues, c'est parti. Ça peut effectivement faire gagner du temps. Parce que oui, il y a quand même un truc qui est important. On fait souvent la blague des fameux one-shot en 2 fois. Oui. Pas là. Ah non, là Une non. partie d'Alice is Missing, ça ne se reprend pas plus tard. Bon, techniquement, vous faites ce que vous voulez, rien vous empêche de le faire, mais c'est pas une bonne idée du tout. Yep, je suis bien d'accord. Puis bon, ça va 90 minutes, plus le débrief, c'est pas énorme. Non mais bon, quand même à garder en tête. Ça peut être aussi l'occasion de rappeler que une partie de jeu de rôle, quel que soit le jeu de rôle, qui n'est pas terminé, c'est pas grave. Hein. Il y a des choses, on peut ne pas avoir le temps de finir, une partie peut ne jamais avoir de fin, c'est pas dramatique. Absolument, c'est vrai. Faut pas forcer à finir les choses ou ça peut être toujours bon à rappeler. Oui. Et puis de s'assurer qu'on joue dans de bonnes conditions et pas Voilà. se presser, se forcer à jouer aussi, c'est important. On va y revenir dans pas longtemps du tout d'ailleurs. Ah bah voilà. Je t'offre quoi, des transitions comme ça, je te tends des perches. Bon, qu'on se le dise quand même, dans le manuel de jeu, il y a une partie non négligeable qui est dédiée à la préparation du point de vue de l'e-facilitatrice. J'ai décidé dans cette chronique de ne pas m'apesantir dessus parce que ça ferait très redite avec le reste. C'est la même chose sur d'autres points de vue. Oui, et puis ce qui nous intéresse le plus au final, c'est C'est de le parler jeu. de ce qui se passe en jeu, quoi. C'est vrai que la préparation, C'est ça. bon, voilà, c'est important, la préparation commune, mais la préparation de la personne qui va héberger la partie, bon, voilà, on peut se permettre de faire l'impasse, quoi. Il y a aussi la petite nuance, même pendant le jeu, de l'e-facilitatrice, que je vais pas forcément revenir dessus. Mais du coup, n'hésite pas à m'interpeller si vraiment tu as un questionnement sur ce rôle-là ou une remarque à faire par rapport à ce rôle-là. Ça va, pas de problème. L'un des premiers trucs à faire dans la pré-partie, c'est de discuter des lignes et des voiles. Qui ne sont pas nommés comme ça dans la version française, et ça m'a hyper perturbé. Ah ouais? Ils sont nommés comment? Je vais aller chercher le manuel, je me rappelle plus. Les lignes et les voiles, alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des outils de sécurité émotionnelle. Donc, les lignes, ce sont des sujets à ne pas franchir, à ne jamais évoquer. Là où les voiles, ce sont des sujets qui peuvent potentiellement être évoqués, mais pas explicités. Voilà, donc j'ai trouvé, en version française, ils appellent ça des limites Mhm. à la place des lignes, et des filtres à la place des voiles. Ah oui, effectivement. Voilà, et ils parlent de filtrer des choses, du coup, au lieu de les voiler. Bon, voilà, mais il n'y a pas de souci, hein, je veux dire, ça marche, mais ça me perturbe énormément, parce que moi aussi, je parle de lignes et de voiles. Donc, quand j'ai vu limite et filtre, j'ai fait, d'accord. Oui, ça se tient quand même comme truc. Ah non, c'est pas une dénomination absurde, c'est Ça se juste tient. que c'est pas la dénomination Couramment majoritaire, on va employée, dire. quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un petit temps d'adaptation, mais c'est très pertinent d'appeler ça comme ça aussi. Il y a certains types de voiles, certains types de lignes qui sont évoqués dans le manuel comme des sujets à évoquer quoi qu'il advienne. C'est-à-dire que même si personne ne l'évoque de soi-même comme un sujet, tu vois, comme une ligne, une voile, il est toujours bon de nommer ces sujets, histoire d'être sûr que tout le monde soit OK avec. Ces sujets étant le gore et la violence, le viol en l'occurrence, et le victim blaming en l'occurrence aussi. On notera aussi d'ailleurs sur ce même paragraphe une nouvelle salve de trigger warning potentiels, de sujets qui peuvent être évoqués, car comme si bien explicité dans le manuel de jeu, Alice is Missing traite de sujets de la vraie vie, de scénarios de la vraie vie, et même si c'est une fiction, et que les circonstances qui peuvent concerner la disparition d'une jeune femme, qui est plus une adolescente, sont multiples et très dures. Donc là-dessus, on peut noter notamment la violence sexuelle, death rape, les relations entre adolescents et adultes,
les problèmes à la maison, la mort, enfin, voilà. Enfin, encore l'homophobie aussi, comme on l'a dit, il y a une partie du cast qui est queer, donc du coup c'est quelque chose qui peut arriver. Et ça peut arriver à deux niveaux, c'est-à-dire il y a effectivement certaines de ces choses horribles peuvent être les raisons qui font qu'Alice a disparu, mais même sans que ce soit le cas, ça peut être des choses qui sont théorisées, qui sont évoquées, qui sont inquiétées parmi les joueurs, Tout à fait. voire même provoquées dans le cas de l'homophobie d'ailleurs, parce que les personnages peuvent avoir des réactions de cons. C'est aussi une possibilité qu'on notera. Donc voilà, c'est tout un package de sujets comme ça qu'il vaut mieux évoquer pour être sûr de savoir quelles sont les limites de chacun et chacune avant de commencer. Sachant que même en partie, on va y revenir après, comme ça on pourra refaire un coup encore après, mais il y a aussi des outils en jeu si jamais il y a des problèmes. Notamment une X-carte que je redétaillerai quand je parlerai des Oui. cartes. Comme ça donnera, comme ça j'y reparlerai une deuxième fois, pas insistance mais un peu quand même. Histoire de bien remettre le paquet dessus. Martelage. Voilà. La sécurité émotionnelle, c'est l'affaire de tous. Non, par contre, dans ce moment-là de début de partie, un truc qui est le bon moment à rappeler, c'est alors ça, je sais pas du tout en francophonie comment on l'appelle, mais l'open door policy, qui est de se dire que à tout moment vous pouvez quitter la partie. Si vous êtes mal, vous partez, c'est votre droit le plus strict. Il y a une formulation que j'aime bien, c'est jouer au jeu de rôle, c'est bien, votre bien-être, c'est mieux. Alors oui, c'est écrit, le bien-être émotionnel de tous les participants passe avant la partie. Oui, je parle en général comme formulation, mais effectivement, je crois que le manuel le dit lui-même. Et surtout, ça peut être sans esclandre, c'est-à-dire que, bon, déjà, la partie peut s'arrêter, ça c'est une possibilité, comme on dit, c'est pas grave. Mais si une personne quitte la partie peut continuer sans. D'ailleurs, ça peut avoir une explication RP. De toute façon, chacun est dans son coin, peut avoir une raison pour laquelle quelqu'un est plus dans la discussion, volontairement ou non. Non seulement vous pouvez partir, mais vous ne devez pas spécialement d'explication à qui que ce soit. Une fois que ceci est fait, la première vraie étape, c'est de choisir un personnage chacun. Sachant que l'e-facilitatrice prend toujours le personnage de Charlie Barnes, qui va se charger de l'introduction notamment, et qui a un rôle un petit peu particulier aussi dans l'histoire. Chaque carte personnage contient nom et prénom, de base, un court descriptif. Par exemple, le personnage de Julia North, son descriptif, c'est que c'est la petite amie secrète. Oui, il y a le grand frère, l'amoureux transi, donc celui ou celle qui a déménagé pour Charlie Barnes. Et Dakota, c'est le ou la meilleure amie. Sur ces cartes, il y a aussi un élément de background sur Alice que les joueuses devra fixer. Un secret qui contient une question à laquelle il va falloir répondre. Et le contenu du dernier message que le personnage a laissé à Alice. Ensuite, chacun pioche une carte drive. Le contenu de cette carte donnera une direction dans les discussions qui auront lieu en partie, comme par exemple défendre Alice coûte que coûte, ça peut être une direction, ainsi que deux types de relations. Ensuite, en commençant par Charlie, chacun introduit son personnage, donc son nom, prénom, pronom, sa relation avec Alice, une courte description physique, ainsi que le fameux élément de background qui a été demandé sur la carte. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose dont tout le monde est au courant. Pour les secrets, le but, c'est de les garder secrets pour mieux les révéler plus tard. Donc, idéalement, il faudra que ça sorte à un moment. Pas forcément à tout le monde, parce qu'il y a des discussions privées, mais idéalement, ça sortira à un moment. Le mindset, c'est tout est secret au début de partie, plus rien n'est à la fin. Mais pas forcément à tout le monde. Sachant que, c'est aussi un élément qui pourra être fixé pendant ce moment-là de présentation, tous les personnages ne se connaissent pas forcément, en tout cas pas de manière personnelle. Typiquement, parmi les personnages, comme on l'a dit, il y a le grand frère d'Ali, qui ne connaît pas forcément tous les amis de sa sœur. Et donc c'est le genre de choses qui peuvent être fixées à ce moment-là. D'ailleurs, le fait que les personnages se connaissent pas forcément, ou même s'ils se connaissent d'ailleurs, ça fait partie de ces éléments qui rentre dans une certaine mentalité d'ailleurs, qui est que les interactions vont pas forcément être apaisées entre les personnages. Typiquement, le jeu encourage vraiment, déjà à partager des informations et aussi à explorer les différentes tensions qu'entre les personnages. C'est un truc aussi qui est important, faut pas avoir peur de s'engueuler. Vu l'âge des protagonistes et la tension de la situation dans laquelle elle est, ce serait même particulièrement alien que la discussion soit calme et apaisée entre apaisée du début à la fin, oui, ça n'aurait absolument aucun sens, je suis bien d'accord. Bah, surtout que t'as des relations qui sont quand même de base pas hyper cool, quoi. Moi, j'avais une relation, je sais que tu tiens à Alice moins que moi.
Oui. Je tiens à elle. Voilà, t'as des trucs comme ça. Et puis je sais qu'Alice m'a pardonné, mais pas toi, ou le contraire, je sais plus. Mais voilà, t'as des relations quand même un petit peu vénères, quoi. Tout à fait. Et justement, en parlant des fameuses relations, pendant ce temps où chacun discute, dans ce deuxième temps, chacun va assigner les 2 relations de sa carte Drive à 2 autres personnages. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va définir qui c'est quoi. Alors les secrets en tant que tels vont sûrement rester secrets au début de partie, mais il y a d'autres choses qui peuvent être secrets. L'exemple typique, le fait que Julia soit la petite amie d'Alice. De base, c'est quelque chose qui n'est pas connu publiquement, mais à savoir, parmi les personnages, qui le sait? Si quelqu'un le sait. Absolument. Alors que c'est son rôle, donc toutes les joueuses le savent. Les joueuses le savent, mais pas forcément les personnages. Enfin, typiquement, c'est pareil, c'est un très bon exemple de tension. Hein. Le moment où les meilleures amies se rendent compte qu'elle n'avait pas été mise au courant qu'Alice était en couple, bon, ça peut être un sujet de tension non négligeable. C'est vrai que ça peut être pas mal, effectivement. Ensuite, on organise les autres cartes. Bon, ça, j'y reviendrai quand je présenterai les cartes, en l'occurrence, dans le détail. Et puis, tout le monde change son nom de contact. Donc, les noms de contact de chacun sur les messageries ou sur Discord, selon ce que vous employez. C'est important pour, une fois encore, se mettre dans l'ambiance, pour l'immersion. C'est très important. Une fois que ça s'est fait, vient le moment des fameux messages vocaux. Chacun de son tour, les joueurs s'isolent pour enregistrer son dernier message vocal à Alice, sachant que le message évoque d'une manière ou d'une autre le secret. Une fois que tout ceci est fait, on vérifie que le chrono est prêt et c'est parti. Pendant 90 minutes, les joueurs vont essayer de résoudre la disparition d'Alice et tout cela va se faire rythmé justement par différentes cartes. On va parler des différentes cartes et la première que je vais évoquer, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la X-Card. Donc, qui peut permettre de mettre fin à un sujet, en l'occurrence, qui peut être sensible. Alors, elle existe de manière physique en tant que carte, mais vu que tout le monde n'a pas toujours, vu que chacun est dans son coin de la discussion, il y a aussi moyen de la mettre de manière textuelle, par du métageux. Le métageux, de manière générale, est toujours mis entre parenthèses. Si quelque chose est entre parenthèses, c'est du métageux. C'est quelque chose à avoir en tête aussi, si vous voulez mettre quelque chose entre parenthèses qui soit une game, il faut trouver une astuce. Ouais, c'est une convention d'écriture, moi, qui se fait pas mal dans le play-by-post, dans les forums roleplay, dans ce genre de choses, de toute façon. Et donc, du coup, dans le cas de la X-Card, c'est pas dans X majuscule, 2 points, le sujet, s'il y a besoin de préciser le sujet. Ou juste X entre parenthèses. Voilà. Et donc, du coup, ne pas oublier de le mettre entre parenthèses, parce que si vous mettez juste X comme ça en gameplay, on va penser que vous parlez de Twitter, ça va être n'importe quoi. Mais non, mais tout le monde deadname Twitter, c'est le seul truc qu'on a le droit de deadnamer. Et puis surtout important, s'il y a urgence, s'il faut parler, on parle à vive voix. S'il y a un problème, on s'en fout du côté silencieux du jeu, s'il y a un problème, on élève la voix s'il faut. Dans ce sujet-là, une fois encore. Celui-là ou un autre, hein, je veux dire, si la couverture sous laquelle tu es en train de prendre feu, n'envoie pas un message. Oui, aussi. Mais ça, normalement, ça devrait se voir. Ouais, alors après, tu peux très bien ne pas être dans la même pièce. C'est vrai. Donc t'es à table pour retourner tes cartes, tu vas où tu veux après. Donc ensuite sur les cartes vraiment de jeu les plus importantes, celles qui ont le plus d'impact, ce sont les cartes indices, donc celles qui ont un numéro au dos. Le nombre qu'il y a au dos, c'est le temps qui doit rester au chrono quand elle est retournée. Par exemple, la carte 70 est retournée quand il y a affiché 70 au chrono. C'est un chrono qui décroît, pour le coup. Donc ça veut dire qu'il reste 70 minutes de jeu. Sachant que la carte 90 minutes est toujours donnée à Charlie et que les autres cartes de 80 à 20 sont réparties entre les joueuses. Et la carte 10 reste sur la table. La carte 10 est particulière, elle reste sur la table, sachant qu'il ne doit pas avoir plus de 10 minutes d'écart entre les cartes qui sont données. Moins de 10 minutes d'écart. Oui, il doit avoir plus de 10 minutes d'écart, il ne doit pas avoir moins de 10 minutes d'écart entre. Vu qu'il y a une période de jeu où il y a une carte de 5 minutes. Les cartes indices, justement, elles contiennent des informations qui sont assez variables selon le chrono et qui peuvent enrichir le passé, la discussion présente ou même les actions extérieures, voire carrément vous faire déplacer. Parce que oui, autant vous verrez jamais, ça c'est très important. Oui, c'est une convention, 2 personnages peuvent pas être au même endroit au même moment. Donc s'il s'avère que c'est le cas, faut trouver une astuce pour que ça n'arrive pas. Voilà, parce que c'est important, parce que sinon il pourrait discuter en dehors de la messagerie, tout simplement. Ce serait logique qu'il le fasse d'ailleurs, et donc ça casserait un petit peu beaucoup de choses. Et donc voilà, vous allez peut-être jamais vous voir, par contre vous n'allez pas rester tranquillement dans votre chambre pour autant. Bon déjà tranquillement non, déjà, et puis vous n'allez pas rester dans votre chambre pour autant, vous allez vous déplacer potentiellement. Bon après, la plupart des parties se passent durant la durée d'une nuit. Vous êtes des adolescents et adolescentes. Bon, vous allez potentiellement sortir, mais ça va être aussi tout un bazar.
passez pas la nuit dehors en toute vraisemblance, vu le contexte. Surtout que c'est l'hiver, ça se passe, on rappelle, Oui. pendant les vacances Premier d'hiver. jour des vacances de Noël. Le jour des vacances. Non, les vacances d'hiver, pour le coup. Ah, moi c'était écrit Noël. Alors. Marie Noël. Mais c'est plus logique de dire vacances d'hiver, je suis. C'est une décision de la traduction. Ouais, pourtant ils disent bien que. Voilà. Enfin, c'est bien écrit en inclusif, etc. Mais alors là, c'est vrai que c'est pas très inclusif, hein, vacances de Noël. Non, mais techniquement, les deux existent, c'est juste que c'est pas les mêmes. Les vacances dites de Noël, c'est les vacances de février, en l'occurrence. De janvier-février, selon les pays. Qui sont... Non, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que l'ambiance globale, alors ça se passe au nord des États-Unis, et l'ambiance globale laisse beaucoup sous-entendre qu'il neige, notamment certaines cartes qui évoquent la neige. Donc, c'est vrai que je pense... qui n'a pas rêvé d'avoir de la neige à Noël, mais force est d'admettre qu'il est trop tôt dans l'année à Noël pour avoir la neige la plupart du temps. Et ça ne va pas en s'améliorant, bien sûr. Bah, aux États-Unis, c'est pas complètement surprenant, mais Oui, c'est ça vrai, ça ne va pas en s'améliorer. Bah, big up à la tempête de décembre 2022, Voilà, que tu connais un petit peu pour l'avoir pratiqué en jeu de rôle. tout à fait. Donc oui, quand même un petit exemple de carte, par exemple, parce qu'il y a souvent plusieurs éléments sur cette carte indice-là. Une carte indice, ça peut être retourner une carte lieu, parce qu'on va parler des cartes lieu après. Une information déjà de passé du genre, vous avez, par le passé, du coup, entendu des terribles rumeurs sur ce qui se passe la nuit dans la région. Et puis derrière, action présente, vous venez tout juste de trouver sur Internet quelque chose qui donne du grain à moudre sur ces rumeurs-là, qu'est-ce que c'est? Et ça, du coup, ça va donner matière à faire du roleplay. Sachant que du coup, ça va être lié à la carte lieu qui a été tournée, évidemment. Comme je dis, certaines cartes indices comme celles que je viens de citer vont faire interagir avec deux autres types de cartes, les cartes lieu, du coup, comme évoqué, et les cartes suspects. Il y a 5 de chaque, en l'occurrence, une fois encore dans le jeu de base. Pendant la pré-partie, tout le monde aura chacun son tour choisi une de ces cartes et préciser pourquoi les suspects ou le lieu sont suspects vis-à-vis de la disparition d'Alice, et ce jusqu'à ce qu'on n'ait plus, ce qui veut dire que une fois en jeu, quand on repioche ces cartes-là, on a toujours au moins un premier élément qui peut nous laisser penser qu'il y a quelque chose à creuser. Et donc ces différentes cartes, lieu et suspect, tout au cours de la partie, elles vont être beaucoup manipulées, elles vont être piochées, posées, remélangées, repiochées, ça va beaucoup impacter là-dessus. Sachant qu'elles existent en double, c'est-à-dire que le fait qu'une carte ait été piochée ne veut pas dire qu'elle peut être repiochée tout de suite après. Nous, ça n'avait aucun sens, il y a un suspect qui est sorti 3 fois. Je suppose qu'à la fin il a fini coupable. Oui. C'est pas une obligation, mais c'est souvent intuitif quand un lieu ou un suspect ressort beaucoup de fois. Du coup, on en a parlé plusieurs fois, donc ça vient facilement aux gens pour en faire un lieu. Parce que c'est un truc qui est important, les cartes ne décideront pas de ce qui s'est passé. Les cartes seules ne décideront pas de ce qui s'est passé. Elles vont diriger, mais elles ne répondront pas. C'est un peu comme un sinon, tirage ça de servira à cartes rien. au final. Tout à fait. Non, mais c'est important à avoir en tête pour les joueuses, notamment une fois arrivé vers la fin de la partie. Faut pas s'attendre à ce que tout soit révélé par la carte 10 minutes à la fin, non. C'est les joueuses, notamment un joueur en particulier, selon les cartes justement, à la fin vont quand même dans cette direction-là, qui va fixer un petit peu la réalité des choses, pour le coup, selon ce qui a été trouvé. C'est-à-dire que voilà, puis même de manière générale, faut pas avoir peur de fixer des choses in universe. Il faut pas juste faire des suppositions, à un moment, va falloir acter des choses. Sur les lieux, notamment, il y a un dernier point, c'est que, comme dit, ils pourront être visités à la demande d'une carte indice, mais aussi de la propre initiative des joueuses. C'est-à-dire que de la propre initiative des joueuses, on peut aller visiter un lieu sans qu'aucune carte ne le demande, ce qui amène au dernier type de cartes, qui sont les cartes recherche, qui indiquent ce que l'on trouve sur le lieu en question. Automatique. Si on va sur un lieu sans qu'on nous le demande par la carte, on pioche une carte recherche et on trouve quelque chose sur place, qui est inquiétant. Ce genre d'initiative ne devrait idéalement arriver que si vous vous sentez au point mort ou un peu bloqué dans la narration. C'est à utiliser avec parcimonie, notamment parce que ce que l'on trouve n'est pas rien, d'ailleurs. Et puis parce qu'effectivement, si vous trouvez un lieu et que quelqu'un doit y aller aussi par une carte indice, il faut trouver une astuce pour que vous vous y croisez pas. Enfin bon, c'est quand même quelque chose à prendre avec une certaine parcimonie. Mais voilà, ça peut être une astuce pour relancer si jamais vous vous trouvez un peu bloqué, sachant que il ne faut pas avoir peur des silences. C'est très important. Déjà, ça peut être normal d'avoir un silence dans une discussion, mais surtout, s'il ne se passe rien dans la conversation commune, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans des conversations plus restreintes, voire des MP. Absolument. C'est souvent le cas d'ailleurs.
D'ailleurs, n'hésitez pas de prendre ce mindset. S'il se passe rien dans la conversation et que vous vous demandez un petit peu du silence, demandez à quelqu'un qui en est en MP, c'est très organique et puis ça peut relancer. Et donc du coup, tout cela avance jusqu'à arriver à la fameuse carte, au fameux 10 minutes, où la carte 10 minutes sera donnée à quelqu'un, ce sera défini par une précédente carte indice. La carte 20 minutes, comme qu'il dirait. Et donc s'ensuit la dernière phase de RP qui est un peu active, on va dire, qui est un peu chargée. Et une fois que le chrono arrive à 0, chacun peut écrire un dernier message in caractère dans son personnage avant de les laisser derrière eux. Pour toujours. Et une fois que ça c'est fait, l'e-facilitatrice lit la dernière carte, la carte de débrief, que je ne vais pas forcément réciter là, mais qui en somme contient tout un déroulé qui permet d'être sûr et certain que tout le monde va bien et pour amorcer le retour à la réalité. Avant de lire la carte débrief, je crois que c'est là que tu passes les messages enregistrés au début. Oui, potentiellement. Oui. Selon les règles. Hein, Selon les règles, oui. C'est ce qu'on avait regardé. Si, non, mais si, effectivement. C'est d'ailleurs mieux parce que du coup, les messages restent in universe et après revenir à la réalité. J'ai encore 2-3 trucs à dire après, notamment sur les extras, mais je dirais maintenant ce qui me servirait de conclusion, ce qui est pertinent de le dire maintenant. Alice is Missing, en l'occurrence, c'est le jeu de rôle qui m'a le plus pris au corps à ce jour, et de très loin, dans lequel j'étais le plus dedans. Vraiment, justement, une immersion qui est très forte et qui est très lourde, et un jeu de rôle dont j'étais très contente de vous parler. Et donc voilà, les petits... j'allais dire after work, c'est un peu ça, des petits extras autour du jeu, justement. La bougie parfumée. Non, pour le coup, ça je n'en parlerai pas. il faut leur en parler, mais vas-y, je t'en prie. Non, parce que bon, oui, en l'occurrence, l'équipe qui a derrière Alice is Missing, pour qui j'ai pas mal d'estime, hein, mais a quand même très bien compris le côté très marketing des goodies, vu qu'ils ont créé une bougie parfumée pour se mettre dans l'ambiance, alors qui a l'air plutôt pertinente, mais déjà le côté un petit peu absurde de ce goodies-là, mais en plus ils l'ont fait en quantité limitée pour un temps très limité. Je sais plus, c'est 50 exemplaires ou 200 exemplaires, ça n'a aucun sens. Bienvenue dans le capitalisme. Ah non, mais vraiment, c'est autant le jeu est excellent, autant ça, franchement, ils ont chié dans la colle, puissance 10 000, quoi. Puis ça devait pas être donné non plus, je sais pas quelle fourchette de prix ça devait avoir, mais pour une bougie parfumée, c'est absurde. Mais bon, deux autres éléments. Un premier élément, Alice is Missing, du coup, comme on l'a dit, a été un succès, à tel point que Paramount a acheté les droits et un film est en production, ce qui, je trouve, est une sacrée mauvaise idée, pour le coup. Tu disais toi-même que ça pourrait faire un bon scénario de livre, donc ouais. Moi j'attends de voir, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, je le vois mal en figer un certain nombre de choses. Après, Stark lui-même en est très fier et content, et il va participer au film, donc bon, ça va potentiellement être très bien. C'est plutôt encourageant quand même. C'est encourageant, mais attendons de voir. Je trouve que ça reste... Enfin bon, on verra. Et deuxièmement, au début de l'année dernière, enfin, au début de l'année pour nous qui enregistrons, mais au début de l'année dernière quand vous enregistrez, quand vous écoutez ce podcast. Le 25 janvier, on sera en 2024, oui, ça c'est sûr. Une extension de ce jeu a été donc financée par Kickstarter, qui a été financée en 15 minutes d'ailleurs. Totalement dingue. Encore une fois, les crowdfunding américains, ça n'a aucun sens. Nous, on galère pour arriver à la fin des trucs, on va essayer d'avoir le palier d'après. Et on harcèle tout le monde pendant des jours pour y arriver. Aux États-Unis, il fait, je fais ça, et bam, $1 million qui sont levés comme ça, tu fais, ok. Et donc c'est une extension qui rajoute de nouvelles cartes, de nouveaux contenus à ce niveau-là. En termes de proportion, je crois qu'on est à peu près un tiers de contenu en plus par rapport au contenu qu'il y a dans le jeu de base. D'accord, donc, pas mal. Sachant que c'était vraiment un très beau Kickstarter, parce qu'en plus il y avait pas mal de petits goodies d'ambiance, d'équipes safe en l'occurrence, des souvenirs on dirait en français je pense, qui ont été faits pour l'occasion, et uniquement pour l'occasion pour certains paliers, ce qui était très cool, je trouve très sympa. Tu as pledge toi ou pas? Ben je savais pas qu'il existait, c'est en écrivant l'épisode que j'ai appris que ce Kickstarter existait. D'ailleurs quand j'ai appris qu'il y avait un Kickstarter pour ce jeu et que j'avais pas pu y participer, j'ai chialé littéralement, ce qui prouve une fois encore d'ailleurs à quel point ce jeu un chouïa à marquer quand même. Un peu trop d'importance je crois. Un petit peu trop d'importance pour moi, mais bon, contente que l'extension existe quand même, tu vois, même si j'aurais bien voulu y participer. Alors cela dit, je l'ai commandé par contre. Ah voilà, ça tu me rassures. Je n'ai pas vu pour l'instant de version française de cette extension. C'est normal, hein, c'est tout récent, donc le contraire serait surprenant, mais je préfère le souligner tout de même. Oui,
Tout à fait. Mais donc voilà, donc j'espère que j'aurai donné à nos auditeurs envie d'y jouer. Toi, je sais que ça a été déjà fait du coup. Bah, il y a moi, tu peu. m'as donné envie d'y jouer, j'ai eu peur de me faire trop spoil et je voulais absolument découvrir le jeu, donc j'ai organisé une partie avant-hier soir. Bon, sachant que voilà, à chaque fois, de toute façon, c'était pareil pour Space Horse Stories, on écrit quand même les épisodes de telle manière à ne pas vous spoiler l'expérience, bien sûr. Alors, c'est pas impossible qu'il y ait une zone spoil dans certains épisodes. Oui, Cela justement. dit, à venir, bien sûr. Bah, il y en a où ça peut effectivement être plutôt une bonne chose. Ouais, je D'en pense parler. que ça peut se faire. Effectivement, notamment certains jeux à univers, donc certains secrets de l'univers, ce genre de choses, ou des mécaniques particulières qui... Je sais pas, genre, si en fait il y a une mécanique qui prévoit qu'il y a un traître depuis le début, mais que les gens ne le savent pas, bah, c'est peut-être mieux de le dire à la fin de l'épisode qu'au début. Ou faire 3 épisodes entiers de spoil sur le lore des Royaumes oubliés, non? Non, mais, enfin, tu veux dire le seul truc qui intéresse les gens dans Donjons et Dragons? Ouais, je connais. Ouais. Non, à peu près. Non, mais enfin, autant aller sur la chaîne de Naetherion. On le cite à chaque épisode en ce moment. À chaque je ne fois, sais pas oui, ce qui bah se oui, passe. oui. Non, Voilà, mais à c'est comme force, ça. hein, voilà. À force, on va être sponsorisé par Naetherion. Je sais pas à quoi ça sert, mais, Ça sert en tous les cas. mais ce serait une fierté, ça c'est sûr. Oui. Mais est-ce que on a cité Alien Non. dans cet épisode? Parce que, Non, parce que c'était pas une inspiration. C'était pas ouais, une je suis inspiration. sûr que tu peux localiser le truc. Dans un Je jeu suis fou, il suffit je de suis hacker le sûr jeu. qu'il y a moyen de faire une fan extension Alien is missing. avec des réponses surnaturelles à la disparition d'Alice. Non, mais en vrai, ça peut être une idée dans un futur lointain d'avoir le moyen de mettre du fantastique ou de la science-fiction là-dedans. Enfin, même pas forcément avoir sur ce jeu-là en question, mais faire un jeu inspiré d'eux, tu vois, éventuellement. Non, tu reprends les mécaniques d'Alice is Missing, tu changes les lieux pour que ce soit des parties du vaisseau dans lequel les gens sont, et puis tu mets un alien. C'est l'alien qui a disparu, il faut le retrouver avant qu'il tue tout le monde. Ça peut être marrant. Ça peut être une idée de renverser un petit peu le style. Vous retrouvez l'alien, mais il est blessé. Oh non. Du coup, il faut beaucoup plus de cartes où les personnages peuvent mourir, tu sais. Parce que ça, on l'a pas dit, mais les personnages qu'on joue peuvent être blessés ou mourir au cours de la oui, partie. tout à fait. Certaines cartes indices font ça. Nous, on a eu un mort quand même. La personne qui a retrouvé Alice, Dakota, le meilleur ami, s'est fait tirer dessus par le suspect et est mort. Sur ces belles paroles, j'ai mis ma conclusion trop tôt, du coup, je n'ai pas de phrase de sortie. Très bien. Je vais donc disparaître dans le silence, ce qui est très Bah, le silence d'Alice is Missing. Voilà. Putain, il va falloir qu'on lance une partie pour qu'on te retrouve. Ça va être chiant, là. C'est bon, je suis tout seul, la merde. Blague à part, moi je vais pouvoir teaser sournoisement mon prochain épisode. Je dirais simplement que j'ai la chance d'avoir l'épisode du mois de février, et donc quoi de mieux pour la Saint-Valentin que des choses à ambiance, peut-être un repas aux chandelles, je ne sais pas, un bon restaurant, je ne sais pas. En tout cas, l'ambiance est importante, et c'est ce que je dirais du jeu de la semaine prochaine. L'ambiance est très importante, au même titre que pour Alice is Missing, j'ai envie de dire. Bon, ben, il ne reste plus qu'à dire au revoir, et puis à bientôt, et je sais pas, moi, derrière l'écran, personne ne vous entendra crier.